pense que les attentes, elles sont au nombre de 3. La première, c'est forcément une performance financière visible et un vrai levier de réalisation du budget au cours de l'année. La deuxième attente, c'est d'être un allié fort sur la gestion de la trésorerie, du cash. Et la troisième attente, elle est administrative. Je pense que c'est une attente qui devient de plus en plus forte ces dernières années. Parce qu'on voit que malgré les performances des centres services partagés comptables ou les externalisations administratives, il devient de plus en plus compliqué d'avoir des flux administratifs limpides, parce qu'une facture, pour qu'elle soit payable dans les délais impartis, il faut qu'il y ait un numéro de commande, il faut qu'il y ait une demande d'achat, il faut qu'il y ait tout ce qui va bien pour que son flux de contrôle interne soit respecté. Et là, souvent, le rôle du directeur achat et de prévoir ça dès sa négociation du contrat. Bon, déjà, le directeur achat ne fait pas que de l'achat, il faut aussi de la communication, il doit comprendre le business et il doit aussi aider le financier sur la compréhension des risques. Après, effectivement, ce qu'on attend d'un directeur financier, c'est de bien relayer justement ces points stratégiques au niveau des COMEX et donc d'être business partner à ce niveau-là. Après, pour le financier, je pense qu'il y a un atout aussi, s'il utilise bien son directeur achat, c'est d'avoir les risques à moyen terme sur le bureau. Parce que comme le directeur achat est à la croisée de pas mal de catégories et dans l'écosystème d'entreprise, souvent le directeur achat est au courant et se rend compte de certains éléments assez rapidement. Donc pour le directeur financier, je crois qu'il doit challenger pas mal son directeur achat sur le marché, sur les risques, sur les tendances, etc., etc. Et en interne, sur les impasses budgétaires qui ont été mis rapidement dans des budgets, avec des plans d'action qui s'avèrent à zéro. Et ça, plus tôt on le sait, mieux c'est, parce qu'effectivement, quand vous avez 12 mois pour faire de la négo, ça va. Quand il vous reste plus que le mois de décembre pour faire l'économie, c'est un peu plus compliqué. En 2015, l'objectif numéro 1 des DAF et des DG vis-à-vis de la fonction achat, pour 70% des personnes qui ont été sondées, c'est la performance économique. Et bien seulement en deuxième position, une attente qui est liée à un accompagnement de l'organisation dans le développement de ces nouveaux marchés, pour aller sourcer de nouveaux fournisseurs, sécuriser les chaînes d'approvisionnement, etc., etc. Et en troisième position arrive le point que vous évoquiez sur également l'efficience du processus. On commence à entendre maintenant aussi des attentes vis-à-vis des achats autour de l'innovation. L'innovation est un moyen aujourd'hui également de répondre au premier objectif qui est la performance. C'est-à-dire qu'à des fois, un des moyens d'accroître sa performance, c'est d'aller chercher de nouvelles sources d'approvisionnement, des substitutions, des nouvelles technos qui, in fine, pourront être des leviers de performance ou des leviers de croissance. Parce que la fonction achat peut aider, à travers l'identification de fournisseurs, à apporter des opportunités de croissance à sa direction. C'est important de bien expliquer à un financier que parfois, si on ne négocie pas avec un fournisseur, on peut avoir beaucoup plus d'économies parce que vous actionnez des leviers sur le volume, sur des spécifications, sur justement l'innovation pour le processus de fabrication, qui est plus importante que si vous faites une négociation traditionnelle avec un fournisseur et sans forcément avoir tous ces leviers. Parfois, il faut sortir du cadre, il faut être prêt à investir sur 3 ans avec un prestataire, être en rupture, etc., etc. Et ça, parfois, l'acheteur doit donner du sens et doit expliquer au DAF, parce que sinon, c'est deux univers qui ne se comprennent pas et ça ne fonctionne pas correctement. Le gain achat doit nécessairement d'abord être un gain visible dans le compte de résultat. En plus, il peut y avoir des coûts évités, il peut y avoir des gains qualité, il peut y avoir des démarches d'amélioration de ce que l'on achète, mais d'abord et avant tout, ils doivent être décelables dans un effet PNL immédiat. Déjà, sur l'aspect récurrent, puisqu'on a un gros volume d'achat qui est de l'achat récurrent, donc là, bien évidemment, il ne faut pas se poser de questions. Le gain, c'est le dernier prix payé par rapport au prix après négo, et ça doit rentrer dans le tableau de bord et être suivi au niveau du PNL. Après, vous avez des gains qui sont plus compliqués, comme quand vous êtes sur du projet, sur du CAPEX, et là, je serais tenté de dire il faut avoir une comptabilité parallèle pour motiver les acheteurs, mais ne pas tout mélanger. Donc, il faut être simple, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un suivi, mettre des objectifs de gain dans un budget et après suivre ces objectifs au quotidien lors des clôtures mensuelles pour voir dans quelle mesure les gains qui avaient été prévus sont réalisés. Avec un plan de marche timé et assez facile par famille achat ou par enjeu clé pour être suivi après au quotidien.
Après, il y a des tarifs, il y a des prix, il y a des fournisseurs. Enfin, chaque société adapte ça en fonction de ses enjeux. Il y a un autre élément en achat qui est important quand vous faites du récurrent, c'est qu'il faut négocier avant. Et donc, si vous intégrez vos économies dans le budget, et si vous faites 100, ça veut dire que l'économie, elle est capturée, et si vous dépassez. Souvent, les organisations moins matures font des négos en cours d'année, et là, vous ne pouvez pas le suivre. Donc, la bonne pratique, à mon sens, c'est de faire une négociation avec le budget, et vous mettez l'économie dans le budget, et vous suivez l'écart au budget. C'est pas très compliqué, mais déjà, c'est pas mal. C'est pas un gros mot d'expliquer à une direction générale ce qui est du matriciel, avec effectivement une responsabilité hiérarchique de l'acheteur sous le directeur achat, mais une responsabilité fonctionnelle sous le patron de la catégorie de la BU. Donc il y a des choses aussi qui simplifient la vie, ce qu'on appelle nous des commissions d'achat, où on force les gens à être ensemble et se mettre d'accord sur une stratégie. Donc ça, c'est beaucoup de communication qui sont peut-être de l'investissement en amont, et qui vous font gagner un temps énorme en aval. Donc communication, rigueur et donner du sens. Il n'est pas toujours évident que les achats aient la légitimité d'intervenir sur toute ou partie des segments d'achat. En fonction de notre secteur d'activité, il y a certaines, je vais le dire avec mes mots, mais tours d'ivoire dans les organisations où les acheteurs ne sont pas forcément les bienvenus. Donc il y a aussi ce travail d'acculturation peut-être à faire au niveau de sa direction générale pour démontrer la valeur ajoutée que ça peut avoir d'inscrire les achats sur un des moyens d'accroître la performance, c'est d'étendre également le taux de couverture des achats finalement. Et donc pour ça passe par un sponsoring qui assoit la légitimité. Et toujours travailler sur des cycles. Et je pense qu'au niveau des achats, si on veut s'en sortir sur les ROI et compagnie, il faut dire, voilà, il y a un projet, on va l'appeler le projet Pépito par exemple, 3 ans. Et là, vous dites, voilà, on va sortir tant d'améliorateurs, voilà combien ça va coûter au niveau de la fonction, et le ROI, on peut identifier, et le DAF, il le comprend. Quand vous êtes sur des ROI à 16 fois la rentabilité, on ne va pas vous casser les pieds pour recruter un acheteur ou deux. En revanche, si vous faites du business à Jujol avec, effectivement, aujourd'hui, je pourrais faire 200 000 € d'améliorateur si je recrute un acheteur, ça ne marche pas. Donc je pense qu'il faut à un moment donné capter la lumière, et ça ne passe que par des projets. Alors là, il y a du marketing autour de tout ça, mais ça ne passe que par des projets d'ampleur pour que le chiffre soit assez gros pour que la direction générale s'intéresse à ça. Et c'est vrai que vous allez générer 16 millions d'enjeux, ils vont regarder, si vous avez généré 200 000 €, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc effectivement, je pense qu'il faut lancer des projets pour avoir cette visibilité. Je pense que les achats, eux, de leur côté, doivent aussi parfois faire preuve d'une meilleure communication et d'adapter également un petit peu leur voilure, leur process et leur posture au poids qu'ils ont dans l'organisation. Je pense que c'est un des vrais enjeux, c'est où est-ce que je crée de la valeur pour mon entreprise. C'est peut-être pas sur le niveau de performance achat, ça va peut-être plutôt sur du risque, sur la sécurisation de sa chaîne d'approvisionnement, sur l'efficience du process, vous parliez tout à l'heure du process administratif. Il y a aussi un vrai travail, et ça le DAF peut avoir, des exigences des achats, de repositionner ses attentes vis-à-vis de la fonction achat par rapport à la valeur qu'elle doit générer dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est parfois un petit défaut qu'on peut constater, nous, dans les entreprises qu'on accompagne, on a un petit peu cette tendance un petit peu à reproduire, si je peux dire, des schémas qui sont un peu identiques, ce qui n'est pas totalement opportun et surtout qui n'est pas agile pour le coup. Un des défauts des directions achats, c'est que c'est souvent pas très sexy au sein des organisations, on a parfois un petit peu de mal à se faire comprendre et à rendre attractif la valeur ajoutée qu'on peut avoir. Je pense que c'est un vrai enjeu. On peut parler de ROI, on peut parler de tout ça, mais c'est aussi à un moment donné être capable de mettre en avant, là où on va un retour sur investissement, il n'est pas uniquement financier à des fois. Bon, quand vous travaillez sur la sécurisation de votre chaîne d'approvisionnement, il n'y a pas que du gain à la clé, mais pour autant c'est très important. La sécurisation d'une chaîne, vous parliez tout à l'heure d'exemple de Michelin, quand on était avant la réunion, l'enjeu de Michelin c'est de sécuriser sa chaîne d'approvisionnement sur le caoutchouc, sécuriser qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent sur les plantations, etc. parce que c'est un risque, clairement, d'image, etc. Et ça ne peut pas être valorisé par un impact PNL. Il y a aussi ce travail-là, je pense, qui est important à opérer et de s'assurer que les achats contribuent au bon niveau et surtout au bon. Aujourd'hui, quand on est dans une organisation, par exemple, la fonction achat n'est pas mature, en moyenne, le niveau de ROI qu'on constate, il est de 1 à 13 entre le coût d'une fonction achat, ce qu'elle rapporte dans une fonction achat non mature. C'est-à-dire qu'on a des potentiels d'optimisation qui sont forcément plus importants parce que le sujet n'a pas été travaillé, si je puis dire. Quand on est dans des organisations achats plus matures, ça nécessite d'aller travailler sur d'autres leviers que juste l'action sur le prix. On va aller travailler beaucoup plus sur les spécifications, sur la consommation, etc. Et là, on va être sur des ratios et des rendements
que l'on constate qui sont plus proches de 1 à 3. C'est-à-dire que pour 1 investi, généralement je récupère 3. Nous, c'est les ratios que l'on constate auprès des clients qu'on a pu accompagner. Je pense que le levier achat ne peut pas être que financier. Et justement, c'est pour reprendre un peu ce que vous évoquiez, on a aujourd'hui des risques qui sont face à la société, qui deviennent de plus en plus forts en matière de fraude, en matière de risques réputationnels, en matière de coûts de certains contentieux juridiques. Aujourd'hui, cette relation achat-direction financière, ou en tout cas ce levier de la fonction achat, est à mon avis sous-exploité. Et je pense que les achats, surtout dans les organisations matures où finalement beaucoup de choses ont été données d'un point de vue financier, aujourd'hui doivent apporter beaucoup plus de qualitatif, beaucoup plus de sécurisation des risques. Et ça, c'est encore une dimension qui est pour le coup pas très bien managée, pas très bien objectivée, mais par contre, je pense que les achats ont un rôle majeur à jouer là-dessus. Alors moi, si j'avais un message à passer au directeur financier dans la salle, premier point, objectivement, faites-vous un assessment pour savoir quel est le niveau de maturité de votre fonction achat. Ça, c'est le point de départ déjà de quoi on parle. Et après, beaucoup d'humilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des ressources externes qui peuvent vous permettre de faire un plan de transformation, et là, vous allez gagner énormément d'argent, même si effectivement ça paye un petit peu des honoraires. Mais vouloir transformer en interne, sans ressources externes, c'est pas évident, parce que vous avez une résilience dans l'entreprise très forte, et malheureusement, quand vous voulez changer une organisation achat, vous allez sur des territoires qui ne sont pas forcément ceux du directeur achat actuel, et qui est compliqué à mettre en œuvre. Et souvent par manque de courage ou par priorité dans l'entreprise, on sait que ça ne marche pas bien, mais on verra plus tard. Or, vous perdez de l'argent depuis des années sur des leviers simples à mettre en place. Un des bénéfices qu'il peut y avoir à se faire accompagner, c'est qu'on est accélérateur d'une transformation, et puis on est également parfois le bon allié pour aller mener les démarches de conviction auprès de certains acteurs dans l'organisation sur des territoires où les achats ne vont pas naturellement, parce que l'historique, parce que les relations interpersonnelles, etc., n'ont pas facilité la collaboration entre les achats et certains métiers d'entreprise qui sont parfois très consommateurs en termes de dépenses. Je vais prendre l'exemple classique du marketing, où en fonction de certaines organisations, c'est des territoires d'achat où il est assez compliqué d'aller, et pour autant il y a des marges de manœuvre très importantes, et c'est d'ailleurs souvent là, sur ces sujets d'achat un petit peu plus complexes, qu'on a l'opportunité et la possibilité de déployer des pratiques d'achat qui sont plus matures. On parlait du design to cost, on parlait d'analyse de la valeur, on parlait d'activer tous les leviers autour des spécifications, voire même de la consommation. 60% des gains potentiels sont autour de ces deux leviers. C'est en travaillant sur les spécifications et sur la manière avec laquelle je vais les consommer demain que je concentre à peu près 60% de mon potentiel de gain sur achat. Les potentiels de gain sur achat associés au levier de la négociation, d'acheter moins cher, c'est un petit tiers finalement. Donc vous pouvez avoir des super acheteurs qui sont très présents sur les négos, mais pour autant ils n'ont fait qu'un bout de l'histoire. Et la plus grande performance de l'achat, elle est là. Elle est quand on aura la capacité d'animer une démarche transversale, vous le disiez tout à l'heure, qui nous permet d'aller chercher des économies ailleurs que par le simple levier de la négociation. Et ça, pour boucler, ça fait le lien avec ce que disait Jean-Pierre, c'est que pour pouvoir aller sur ce territoire, se faire aider, c'est un moyen de le faire, naturellement, mais ça permet aussi de, à un moment donné, mettre une direction générale dans une situation où elle va devoir prendre position, elle va devoir clarifier sa vision pour que vous puissiez derrière vous déterminer l'ensemble des moyens qui vont être nécessaires de mettre en œuvre pour atteindre un résultat. L'organisation n'est pas une fin en soi, c'est un ensemble de moyens qu'on va déployer pour atteindre un objectif. Mais cet objectif, il est nécessaire qu'à un moment donné, la direction générale, le COMEX, le CODIR s'expriment pour dire qu'est-ce qu'on attend de cette fonction, de cette organisation. Et par rapport à ça, le rôle des achats et les attentes que doivent avoir les finances de ces achats, c'est qu'ils vous proposent un plan d'action pour atteindre ce dit objectif. Vous disiez tout à l'heure, on est sur des plans d'action, d'achat d'une durée limitée dans le temps, 2-3 ans. C'est vraiment ça la bonne démarche. C'est-à-dire qu'il faut que par rapport à des attentes soient exprimées, on ait la capacité à construire une feuille de route 2-3 ans qui permettra de mesurer les résultats et de répondre à un objectif qui est exprimé à un moment donné par une direction générale ou une direction financière. La réalité du monde économique fait que le marché évolue en permanence, qu'une situation de monopole d'un moment va devenir une situation de concurrence le lendemain, etc. etc. Donc il est nécessaire également d'exploiter l'ensemble des opportunités de marché pour les mettre au profit de votre entreprise si vous décidez de les capter. C'est un des éléments aussi que vous pouvez attendre de vos directions achats ou de vos acheteurs, c'est qu'ils aient cette capacité de vous apporter un regard sur le marché fournisseur et de savoir
qu'est-ce qu'on va aller chercher et qui va contribuer à l'optimisation. Dans le jargon des théoriciens, il y en a qui parlent de market taker et de market maker, c'est qui fait le marché ou qui prend dans le marché. Ben, les directions achats les plus performantes sont celles qui à un moment donné vont influer le marché fournisseur par rapport à leurs demandes. C'est pas celles qui vont aller chercher un produit qui a été développé par un autre. C'est-à-dire que c'est tout l'enjeu de l'industrie automobile à un moment donné, c'est la capacité qu'a le donneur d'ordre à influencer sur le marché pour accroître sa compétitivité. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels vous devez émettre des attentes vis-à-vis de votre direction achat.